mot de bienvenue de M. Ababakar Diao, administrateur directeur général de la SGI Impaxis Securities. Ensuite, nous laisserons la parole à M. Kaïs Feki, directeur exécutif de Nour Money Holding, pour une présentation de l'entité. Nous retournerons la parole à M. Ababakar Diao, qui nous présentera le concept d'émission conjointe et solidaire, ainsi que l'innovation derrière cette opération. La parole sera ensuite donnée à M. Ahmed Fall, directeur des marchés des capitaux d'Impaxis, et Mme Seynabou Gaïfal, Sales, pour une présentation de l'opération. Ensuite, nous passerons à une session de questions-réponses. Et enfin, nous terminerons la cérémonie par le mot de clôture de M. Diao et M. Feki. Sans plus tarder, je laisse la parole à M. Ababakar Diao pour le mot de bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Madame Yael Fatima, pour cette brillante introduction. Bonjour, Mesdames et Messieurs les investisseurs, les confrères, mais également Monsieur le directeur exécutif, M. Kaïs Feki, du groupe Nour Money Holding, qui représente le cluster. Nous sommes ravis de vous convier à ce Hero Show, qui a pour but de pouvoir présenter cette opération innovante à l'ensemble du marché financier et à tous les investisseurs. L'objectif, comme vous le verrez, sera de vous permettre, au-delà de l'information qui a été rendue disponible sur cette opération innovante, que vous en sachiez un peu plus sur cet émetteur, sur ce qu'apporte cette opération pour ce groupe et pour son développement, mais au-delà de ça, sur notre continent. Et comme à l'accoutumée, comment les équipes d'Impaxis, avec les différents partenaires et le cluster investisseur, s'est organisé pour pouvoir vous apporter une opération qui réponde aux besoins du marché et qui également offre quelque chose qui soit en adéquation et même avec un premium par rapport aux offres de placement et d'investissement qu'on a. Donc, sans plus tarder, je vais laisser retourner la parole à la modératrice pour que M. Kaïs Feki puisse commencer son intervention et également la vidéo qui permet de présenter l'entité bien avant cela. Mais encore une fois, bienvenue à vous, mesdames et messieurs, en espérant que ce Hero Show correspondra à vos attentes. Donc, il sera important de pouvoir finaliser ou en tout cas adresser toutes vos requêtes, toutes vos questions, toutes vos indications afin de pouvoir vous permettre de faire vos décisions d'investissement et de vous rapprocher d'Impaxis ou de votre SGI partenaire membre du syndicat pour participer à cette opération. Merci. Merci beaucoup, M. Diao, pour votre mot de bienvenue. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'émetteur, faite par M. Kaïs Feki, directeur exécutif de Nour Money Holding. Merci beaucoup, Fatimatou, pour la belle introduction. Merci beaucoup, M. Ababakar Diao. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce Hero Show destiné pour présenter à l'ensemble des présents à la fois le groupe Nour Money Holding, les filiales qui représentent le cluster qui émet sur le marché, ainsi que l'opération de l'émission conjointe et solidaire 2024-2029 Nour Money Holding. Soyez les bienvenus. Moi-même, je suis Kaïs Feki, directeur exécutif de Holding. Je pense que la vidéo elle a retracé un peu l'historique de la holding, sa création, ses projets de transformation organisationnelle ainsi que l'ensemble des filiales. C'est comme un voyage dans l'espace pour vous montrer un peu nos différents sites adéquats, des sites que ce soit des usines ou des carrières ou des mines dans lesquelles on travaille actuellement. Je veux juste dire que je suis accompagné dans ce call par mes collègues. Donc, il y a le directeur général de Sam Motors, M. Raylan Gharbi, que je salue. M. Raylan. Bonjour à tous, bienvenue. Ok, M. Raylan Gharbi, directeur général Sam Motors, la société concessionnaire des engins de travaux publics et de l'automobile. Je suis accompagné aussi par M. Arbi Jabri, directeur général de CAM Équipement. Bonjour toute l'équipe. C'est M. Arbi, directeur général de CAM Équipement. M. Malek Ben Abdallah, directeur général adjoint de Sogecar. Bonjour tout le monde. C'est Malek Ben Abdallah, directeur général adjoint de Sogecar. Et finalement, M. Issam Chedi. Bonjour à tous. Je vous souhaite une belle séance de travail, une belle présentation.
et bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïssa. Merci tout le monde. Tout le monde est là. Donc, je reviens un peu sur la présentation de Nour Mouni Holding. Donc, la holding, elle a été constituée officiellement en 2018. Et l'objectif ultime, c'est de regrouper un certain nombre d'entités qui travaillaient et qui pratiquaient ici donc, sur le marché ivoirien dans divers secteurs d'activité afin d'assurer une unité de gestion et de direction et aussi un fronting légal et financier digne de respect. En fait, le groupe actuellement dans sa dimension subsaharienne, il est dirigé par M. Mohamed Ali Hashicha, que vous avez vu dans la vidéo. Le groupe, il englobe 7 filiales, les 4 membres du cluster et aussi les 3 autres filiales, à savoir Coginex, SADEP et Madali Santé. Donc, quand on est arrivé à 2018, on s'est vu devant une panoplie, une diversité d'entités qui n'ont pas forcément des liens directs à part l'actionnariat, mais chacun a ses process, chacun a sa façon de diriger. On a vu la nécessité de créer un cadre pour vraiment harmoniser tout cela et assurer une unité de gestion et de direction. L'entité Nour Mouni Holding, le groupe, il a été créé officiellement en 2018. Et maintenant, préalablement, ou plutôt postérieurement à sa création, les entités ou les opportunités qui se sont manifestées dans des domaines comme le béton prêt à l'emploi nous ont mené à créer des structures comme 100% béton qui a été créée directement sous les auspices ou sous la tutelle de Nour Mouni Holding. Il y a plusieurs chantiers qui ont été entamés, notamment le méga chantier de transformation organisationnelle avec EY, Tunisie, qui sont venus ici pour un vaste projet de transformation organisationnelle qui était articulé autour de 6 axes, donc la gouvernance, la stratégie, l'analyse de performance, process organisation, ressources humaines et IT. Et je peux dire avec fierté qu'on a presque accompli 75 à 80% de la feuille de route du projet initial qui était supposé durer entre 3 et 4 ans. Donc, il y avait aussi la notation de crédit. 2022, c'était notre premier exercice de notation. Dès le premier exercice, on a réussi à avoir un investment grade, c'était triple B- avec perspective stable, laquelle note a été renouvelée avec succès donc, en novembre 2023 et tout récemment aussi en novembre 2024. Hormis d'autres projets en termes aspect RH, les paramètres sociaux, les actions RSE, que ce soit au niveau de la holding ou les autres entités du groupe, je m'arrête à ce niveau. Je cède la parole à M. Ahmed Fall pour expliquer un peu le bien fondé de l'opération, ses caractéristiques, et peut-être vous pouvez revenir vers moi dans la session questions-réponses. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Feki, pour la présentation du groupe Nour Mouni qui nous aura permis de le connaître davantage. Je vais retourner la parole à M. Ababakar Diaw, qui va nous expliquer le concept d'émissions conjointes et solidaires et qui va nous expliquer également l'innovation dans la structuration de cet emprunt. Merci Fatima, merci Madame Diaye. Merci également à KS pour cette explication et cette présentation, je dirais même, du groupe Nour Mouni. Bravo pour le parcours fait en un temps record, donc qui a demandé beaucoup de résilience et qui permet aussi aux investisseurs de savoir un peu pourquoi nous sommes aujourd'hui ici, pour faire quoi. On voulait juste en prélude de ça donner un peu aussi le contexte et la portée de cette opération. Nous pensons qu'au-delà de l'impact fort que cela peut avoir pour le groupe Nour Mouni, on y reviendra, nous sommes avec cette opération à un tournant qui, s'il se passe bien, et il ne peut se passer bien sûr qu'avec l'aide de Dieu, mais qui passera par les investisseurs en partie, en tout cas, on peut aller dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est pour ça qu'on parle de ce concept. Aujourd'hui, comme vous le savez, les marchés des capitaux, depuis toute l'histoire, ont toujours eu pour rôle de financer l'économie, mais plus important encore, de structurer l'économie de demain. Car c'est le lieu par essence, marché de capitaux au sens large, j'entends, où se rencontre l'ensemble du capital disponible sous forme d'épargne ou d'autres et les porteurs de projets. D'où ce rôle nécessaire d'avoir toutes ces entités devant structurer, analyser, intermédier l'ensemble de ces fonds et créer ce qui sera notre économie demain.
Un marché qui ne fait pas ça ne joue pas exactement ça. Nous savons qu'on a un retard maintenant à rattraper dans notre zone, car lorsqu'on fait le rapport entre la capitalisation, ou en tout cas la taille de nos marchés des capitaux rapportés à notre PIB, les chiffres que nous avons dans des pays développés, je n'en parle pas, mais même dans les pays émergents, dans certaines des économies, elle est beaucoup plus élevée que ce que l'on retrouve dans la zone UEMOA. À ce point, à ce ratio, qui certes est faible, mais qui augmente, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, notre marché des capitaux, une de ses parties étant le MFR, fait plus de 20 000 milliards, donc on est en train de progresser, mais c'est encore bien en deçà par rapport à l'économie, à sa taille et à son dynamique, à sa dynamique de croissance et à son besoin. Le gap est beaucoup plus subi par le secteur privé, car le secteur privé reçoit son financement essentiellement aujourd'hui du secteur bancaire, qui est une composante du marché des capitaux, mais pas la seule. Compte tenu des nouvelles réglementations, BAL 2, BAL 3, des schémas de refinancement, de l'ensemble de ces choses qui font, et de la perception du risque sur les PME et sur le secteur privé, en tout cas les entreprises de taille moyenne, nous arrivons à quelque part un rationnement de crédit qui donc est un gap qui, s'il n'est pas résolu, va avoir une problématique dans le financement et donc dans le développement de nos économies. C'est dans ce cadre que Impaxis, comme vous le savez, on a eu à faire beaucoup d'opérations d'envergure, de taille assez conséquente, grâce à la confiance des clients et à la confiance des investisseurs. Donc, nous apprécions ce pool illimité, quasi illimité de capital que constituent les marchés de capitaux, fédérant aussi bien les investisseurs, personnes physiques, institutionnelles, régionaux, du continent et même de l'international, hors du continent. Donc, ce pool de capital qui s'alloue en fonction de la crédibilité des acteurs, des émetteurs de référence, de la crédibilité de leur projet, nous nous sommes dit qu'on doit pouvoir trouver un schéma qui doit permettre d'irriguer ce secteur. Et c'est là où vient ce schéma d'émission conjointe et solidaire, qui est plus d'un type basketball, si on peut le dire comme ça, et qui permet donc de résoudre cette problématique. Et le cas qui sera présenté tout à l'heure, avec l'opération en cours, permettra donc de mettre en œuvre que ce qui a été schématisé a pu trouver un réceptacle. Ce blueprint a pu trouver un réceptacle qui lui correspond exactement et donc en fait un proof of concept, s'il marche bien, qui doit être déployé. La problématique essentielle dans un schéma de basket est un schéma d'asymétrie d'information qu'il faut régler, d'aléa moral qu'il faut régler, de phénomènes entre guillemets de passagers clandestins qu'il faut régler, car nous avons des entités qui sont différentes. Donc, si elles n'ont pas le même niveau de risque, le fait d'avoir la même tonalité en termes de taux peut donner un gain à certains et donc amener peut-être même à une instabilité parce qu'il y aura une fuite vers la qualité. Et ce problème a été traité. Le deuxième aussi, c'est un schéma dans un basket d'aléa moral. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les bons élèves, tout le monde reste bons élèves, ou tout le monde s'assure d'être bons élèves, et tout le monde respecte les règles. Ce schéma aussi, je pense, a été alloué, a été adressé, et vous le verrez dans la structuration qui va être présentée. L'autre point qui est important, c'est qu'elle est, comme on le dit dans le jargon, le legal enforcement de tout ce qu'on essaie de proposer. Est-ce que juridiquement, ça tient la route? Est-ce que juridiquement aussi, c'est applicable? Dans cette opération, Impaxis a été accompagné par le cabinet Asafo, qui, je pense, a développé une bonne expertise sur les marchés des capitaux, mais également bien au-delà, à travers tout son réseau. Donc, qui a pu également préparer une legal opinion, donc un avis juridique, sur la capacité et sur la faisabilité de l'opération, qui a également pu permettre d'aider dans sa structuration à cette convention de coémission qui vient solidifier toutes les problématiques que l'on retrouve souvent sur des sujets de basketball. Il faut savoir que pour l'historique, il y a eu 2 émissions de ce type en Europe. Il y a eu un schéma un peu plus émergent, pays émergent sur l'Afrique, mais sur l'Asie du Sud-Est. Et donc, c'est la première émission de ce type, je dirais, au-delà même de la région, dans toute l'Afrique francophone pour sûr, mais quasiment même focus 100% Afrique pour la première fois.
Et c'est un concept donc important qu'on voudrait partager et qui pour nous règle le problème de Nourboni, mais également peut régler, pour ouvrir la voie à une problématique que l'on voit et qui est endémique dans notre pays. Il y a également le point sur le risque et le rendement qui doit être corrélé. Pour un proof of concept, et vous le verrez dans la structuration, tout a été mis pour pouvoir adresser l'ensemble des niveaux de risque usuels, mais le risque résiduel revenant du basket a également été neutralisé. Ce projet a été structuré pas comme un corporate bond, mais comme un financement structuré proprement dit. Les équipes d'Impact 6, et j'en profite aussi pour les remercier du courage qui a été fait, de cette expertise qui a été mise, aussi bien les équipes de banque d'affaires que de capital market, pour amener une structuration plus proche d'un financement structuré et quasiment proche des meilleurs standards de ce qui se fait même à l'international, pour pouvoir juste amener un produit qui doit être bulletproof, comme on le dit dans notre jargon, sécurisé, mais qui malgré ça offre un rendement attractif dans le but d'asseoir un pilote qui doit être sans appel et permettre donc de financer l'émetteur Nourboni, mais d'ouvrir la voie à d'autres émissions de cet émetteur, mais également à d'autres émetteurs d'acteurs de cette même trempe dans notre région. Donc voilà un peu ce que je voulais rapporter, préciser dans la portée de cette émission. Permettre de financer à plus grande échelle les entreprises locales, les entreprises visionnaires qui ont l'ambition d'être des acteurs nationaux ou régionaux d'envergure. Donc voilà pourquoi nous vous recommandons avant la fin de vraiment supporter cette opération qui est un bon placement, mais qui également est un impact et en faisant un succès retentissant, doit permettre d'avoir un concept, un proof of concept validé qui doit être déployé au-delà de la région. Voilà ce que je voudrais préciser. Merci beaucoup, M. Diao, pour les explications qui, à mon avis, ont été claires. À présent, nous allons passer à la présentation de l'opération qui sera faite par M. Ahmed Fall, directeur des marchés de capitaux d'Impact 6, et Mme Seyna Bougaï, chargée d'affaires. Oui, merci beaucoup, Mme Ndiaye, d'avoir bien voulu nous donner la parole après les exposés, que ce soit de M. Diao ou de M. Feki, qui ont permis de présenter, dans le cas de M. Feki, qui ont permis de présenter l'émetteur, et dans le cas de M. Diao, un peu plus le concept d'émission conjointe et solidaire. Donc, je m'en vais sans plus tarder vous présenter l'opération en tant que telle. Dans le cas de cette émission, on parle d'une émission conjointe et solidaire. Le pourquoi émission conjointe et solidaire, je pense que M. Diao a eu à l'aborder, mais je vais revenir rapidement sur la notion d'émission conjointe d'abord. Et qu'est-ce que veut dire cette émission solidaire? Conjointe, parce que là, on parle d'une émission qui servira à financer à la fois la holding et 4 de ses filiales. Je pense que M. Diao a abordé un point important lors de sa prise de parole, à savoir que dans le cas de cette émission, il y a eu aussi, au-delà de la structuration financière qui est très importante, une structuration juridique. Pourquoi? Parce que si on était parti sur une émission juste de la holding qui aurait donné à ses filiales, la dette que les filiales serait subordonnée par rapport à la dette bancaire. Ce qui vous, investisseurs de la dette obligataire, vous aurez donné, on va dire, en termes de seniorité, quelque chose qui ne serait pas très confortable. Parce qu'on sait que la holding elle a pour rôle de coordonner et d'avoir une gestion unifiée, mais le cash flow en tant que tel, il est généré au niveau le cash flow en tant que tel sera généré au niveau des entités, des filiales. Pourquoi émission solidaire? La notion de conjointe a été expliquée parce que c'est un pool et ça permet, au lieu que ce soit, parce que les 4 Sam Motors, Sam Équipement 100% béton et Sogecar, au lieu de faire 4 émissions de chacune de ces filiales-là pour des montants assez petits, elles ont été poolées pour faire une seule et même émission de 20 milliards. Ce qui donne à cette émission une taille critique pour pouvoir intéresser les investisseurs, et solidaire parce que les entités sont liées entre elles par un lien capitalistique. Ça veut dire qu'elles pourraient être amenées à s'entraider au cas où le besoin se ferait sentir. Donc, c'est pour ça qu'on parle là d'émission conjointe et solidaire, et que cette notion de conjointe et solidaire n'est pas juste une notion théorique, elle a aussi été encadrée par une structuration juridique qui permet de neutraliser certains aspects liés au risque qu'on aurait pu voir s'il n'y avait pas cette convention juridique, comme l'a dit M. Diao, qui a été élaborée par le cabinet ASAF. Si je parle de l'utilisation des fonds, l'utilisation des fonds permettra aux entités, donc aux 4 filiales, de pouvoir continuer leur développement. Ces 4 entités sont basées, comme l'a dit, en Côte d'Ivoire,
Et comme vous avez eu à le voir dans la vidéo, elles ont eu à faire réaliser elles ont eu à réaliser des choses majeures en Côte d'Ivoire. Et elles ont aussi pour ambition de continuer à se développer dans la sous-région. Quand on parle de Sam Motors, je pense que vous l'avez vu dans la présentation, il s'agit d'un concessionnaire automobile et qui loue aussi des engins BTP. Quand on parle de 100% béton, c'est du béton prêt à l'emploi ou du béton préfabriqué, qui, comme on le sait aujourd'hui, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est en chantier perpétuel, on parle de chantier de tramway métro, divers autres chantiers, c'est des secteurs qui sont dynamiques et qui sont porteurs de croissance. Quand on parle de Cap Équipement fournit du matériel mobilier. C'est que le secteur des mines est un secteur qui est très, très rentable. Mais dans le cas de Cap Équipement fournit des camions ainsi que le matériel, ainsi que le personnel qu'il faut pour pouvoir accompagner les miniers dans le cadre de cette exploration. Quand on parle de Sogecar est plutôt dans la gestion des carrières et je pense que vous avez entendu dans la présentation de M. Feki que Sogecar est une société qui existe depuis 2009 en 2018, mais il a expliqué ce pourquoi. C'est-à-dire que quel a été le cheminement qui a conduit à la création de chacune de ces filiales. Là, dans le cadre de cette opération, les filiales de nouveau des 4 filiales, mais il y a un choix qui a été fait de se limiter aux 4 filiales les plus rentables et qui ont en tête de génération de cash flow, une génération de cash flow qui permettrait de pouvoir rembourser la dette sans pour autant être dans une situation, on va dire, compliquée. Ça, c'est un élément qui est très important parce que M. Diaw a eu à souligner que dans son discours que cette opération a été pensée comme un financement structuré. C'est-à-dire qu'on est parti du besoin des filiales qui ont été agrégées. Une fois qu'on a agrégé ces besoins-là, on l'a remonté pour voir quel est le type d'opération qui serait le plus adéquat pour à la fois répondre aux besoins des filiales, mais surtout répondre aux besoins des investisseurs, parce que cette opération, on l'a fait surtout pour les investisseurs qui sont à la fois à la recherche de diversification, parce que comme on l'a dit, il y a eu beaucoup d'émissions au niveau du souverain, mais pas assez d'émissions au niveau du corporate sur le marché pour permettre au secteur privé aussi d'avoir sa part sur ce financement-là. On sait que le secteur bancaire, petit à petit, par l'application de certaines normes, aura de moins en moins la capacité de pouvoir accompagner certains acteurs. Et au-delà de ça, on parle aussi du financement des PME. C'est un sujet d'actualité dont on parle souvent. Mais il faut aussi que ce financement des PME ne soit pas juste fait au niveau des banques, mais il faut aussi que le marché y apporte sa contribution. Et c'est ce qu'on a cherché à faire dans le cadre de cette émission. Après avoir parlé de l'utilisation des fonds et des filiales qui sont concernées, je pense que, ayant déjà parlé du montant, c'est un montant de 20 milliards de francs CFA, qui aurait pu être fait en placement privé, parce qu'un placement privé, mais on a fait le choix de le faire en APE. Pourquoi? Parce qu'on aimerait qu'à travers cette opération-là, qui est plutôt une phase pilote, qu'on voit aussi d'autres opérations de ce genre venir sur le marché pour permettre l'accompagnement des PME et surtout le financement du secteur privé. La durée, c'est une durée de 5 ans avec 1 an de différé sur le capital, mais pas de différé sur les intérêts avec un paiement semestriel, ce qui correspond à une duration de 3 ans. Le taux est autour de 7,25% brut. Mais quand je reviens dans le mécanisme de structure, on verra en quoi est-ce que ce taux, c'est-à-dire le couple risque-rendement, parce qu'on sait que les investisseurs n'analysent jamais un investissement que dans l'optique du risque ou du rendement, mais c'est la combinaison des deux qui permet aux investisseurs de pouvoir juger et de se dire que cet investissement est un investissement qui pour nous fait sens. Je pense que l'utilisation des fonds, on en a déjà parlé, les mécanismes des filiales, mais donc, si vous permettez, je vais parler plutôt des mécanismes de sûreté. Le premier mécanisme de sûreté qui a été mis en place, c'est un compte de remboursement, où chaque mois, chacune des entités devra contribuer à hauteur de sa quote-part, de telle sorte que chaque mois, 1/5 de l'échéance est sur ce compte. Pourquoi 1/5? Parce que l'objectif, c'est 1 mois avant la date de paiement, comme j'ai parlé de paiement semestriel, la semestrialité puisse être constituée. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme de solidarité. Ça, c'est au cas où on en aurait besoin. Tous les mois, on va vérifier sur la base des reportings qui seront faits par la banque agent que chacune des filiales a contribué à hauteur de sa quote-part. Et si tel n'a pas été le cas, que l'entité, soit la holding et les filiales concernées, puissent se concerter et voir comment est-ce qu'elles vont pouvoir contribuer leur. Le troisième élément, c'est un compte séquestre. L'objectif de ce compte séquestre, comme on le sait, c'est un mécanisme de sûreté pour vous, les investisseurs, qui permet quand même, en cas de. Si le besoin se faisait sentir, de pouvoir l'utiliser. Le temps, si jamais il y avait quelques zones de turbulence. Mais ce compte séquestre sera constitué dès la fin de l'opération et à hauteur de 15% du montant global de l'opération. Il y a dans l'utilisation des fonds, une partie va aller irriguer les filiales et une partie sera retenue en tant que cash collatéral par la holding avec pour objectif de financer le besoin en fonds de roulement des entités. Si s'avérait nécessaire, ce cash collatéral pourrait être réduit pour aussi alimenter le compte séquestre. Et le dernier mécanisme de sûreté qui a été mis en place, c'est une garantie du Fonds de solidarité africain, FSA, à hauteur de 85% du capital,
Pourquoi 85%? Parce que, comme j'ai eu à le dire avant, avec un compte séquence de 15%, en faisant la somme des deux, ça donne une couverture à 100% du capital. Mais je pense que ces mécanismes de sûreté ont été mis en place pour vous donner le confort à vous, les investisseurs. Mais si on regarde la structure en tant que telle, c'est une structure qui aujourd'hui présente, en termes de ratios financiers, des ratios financiers qui sont assez solides. Quand on parle de dette sur EBITDA ou gearing, c'est bien en dessous des niveaux qu'on connaît et qui sont aussi la norme dans les secteurs en question. Mais ce qu'on a aussi mettre des confidences dans le cadre de ces structures, c'est aussi un suivi. C'est-à-dire que cette opération est un pilote. Il faut qu'une fois que l'opération a été montée, qu'il y ait aussi un suivi tout au long de l'opération, qu'il y ait suivi aussi du reporting, de telle sorte qu'on arrive à accompagner la structure tout au long de l'opération dans le suivi des confidences qu'elle s'est engagée à respecter, et aussi le respect des engagements, à savoir tout ce qui est engagement de notation, de publication dans le BOC, de telle sorte que là, comme l'a dit M. Feki lors de sa présentation, le groupe s'est engagé dans une transformation. Cette transformation, elle passe aussi sur les moyens de se financer, parce que jusqu'à présent, elle s'est beaucoup financée sur fonds propres. Et on sait aussi que la dette était faire jouer l'effet de levier, aussi un moyen d'accélérer, de telle sorte qu'aujourd'hui, les entités pourront, par ce financement, on va dire, poser cette tâche plus rapide, un rythme de croissance qui aurait été un peu plus lent si elle était financée qu'à fonds propres, que sur fonds propres. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, en termes de ratio de gearing et de DSR, tout ça, c'est des choses qui ont été balisées, de telle sorte que l'emprunt est solide. Et le risque, peut-être qu'il a été présenté, a été neutralisé par les différents mécanismes de sûreté, de telle sorte que le taux net de 7,25 qui est proposé, rapporté au niveau de ratio risque-rendement qui est intéressant pour toute catégorie d'investisseurs. M. Dio a parlé de DFI, a parlé d'investisseurs hors zone, mais si on prend aussi les compagnies d'assurance, les caisses de retraite et autres, ce papier permet, de se diversifier parce qu'en l'achetant, on investit sur différents secteurs en même temps. Deux, le taux qui est proposé, le taux qui est intéressant. Et de trois, il y a des mécanismes de sûreté qui vous permettent aussi, en tant qu'investisseur, de pouvoir aller sur ce papier en ayant l'esprit tranquille. Je pense que les différents éléments concernant les attraits de l'opération ont été présentés au fur et à mesure. On a parlé de tous les aspects liés à la diversification, au couplement au risque, au fait qu'aujourd'hui, Mouli s'est engagé dans un chantier de transformation structurelle. Le couple rendement-risque qui est proposé est un couple rendement-risque qui est intéressant et qu'au-delà, les titres seront aussi cotés au niveau de la BRVM. Je vais redonner la parole à Mme Diaye, la modératrice, et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Fall, pour la présentation de l'opération. Nous allons enchaîner avec Mme Seynabou Fall, qui va continuer sur la présentation toujours de l'opération. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Madame la modératrice, Madame Diaye, je vous remercie. Donc là, nous en venons au process de l'opération. Je pense que M. Fall et M. Dia ont été assez clairs par rapport à l'opération, à son caractère innovateur et également sur la structuration de l'opération. Donc là, c'est une période de souscription qui sera ouverte du 3 février au 28. Avec une possibilité de clôture anticipée. J'en profite donc pour appeler tous les investisseurs et nos confrères à prendre part à cette opération. Je pense en plus de son caractère innovateur, c'est une opération aujourd'hui, c'est un ticket très intéressant qui vous permet à travers un seul investissement d'avoir une diversification de portefeuille puisque vous êtes sur plusieurs secteurs. Donc c'est une méthode FIFO, donc les premiers arrivés seront les premiers servis et donc, j'en appelle encore une fois à votre solidarité pour prendre part à cette opération. Donc, toute la documentation a été transmise aux syndicats et à tous les investisseurs. Vous aurez également le site disponible pour répondre, qui vous permettront d'avoir des réponses à vos différentes questions. Donc, je vous retourne la parole, Madame la modératrice. Et nous restons à votre écoute pour toutes les questions que vous aurez. Merci beaucoup, Madame Fall, pour la présentation du déroulé de l'opération. Là, nous allons enchaîner avec la session de questions-réponses. Comme dit plus tôt, les différentes questions que vous aurez, merci de les poser dans le chat. Nous allons essayer de les collecter et puis les réponses seront données. Merci beaucoup. Nous avons une question de M. Taslimi Gassama, qui demande quelle sera l'utilisation des fonds injectés au niveau de la holding suite à l'opération de levée de fonds. Donc, je pense que pour cette question, nous allons donner la parole à M. Kaïs Feki, directeur exécutif de Nourmoni, qui va nous apporter des éclaircissements par rapport à cette question. Merci Fatimatou.
Merci, Monsieur Taslimi Gassama, pour la question. En fait, les fonds injectés au niveau de la holding, il faut distinguer, on a deux choses. Donc, il y a les fonds qui seront, ou plutôt trois choses. Il y a les fonds qui seront décaissés directement aux filiales suite à leur demande de tirage pour réaliser les investissements prévus dans la note d'information. D'accord? Donc ça, c'est quasiment 12 et quelques milliards. Il y a bien sûr aussi le compte séquestre à constituer 3 milliards et il y a presque entre 4,5 et 5 milliards qui seront placés sous forme de DAT, cash collatéral. Quel est l'objectif de ce fonds? C'est de financer, accompagner le financement du BFR des diverses structures. Je m'explique. Vous savez pertinemment que les investissements en CAPEX, par exemple, si je prends le cas de Star Motors, qui envisage de faire un grand showroom où elle expose les diverses marques qu'elle représente, avec un grand centre technique derrière. De ce type d'investissement, vous avez un grand showroom, il te faut bien sûr les moyens nécessaires en termes de lettres de crédit et de caution douane pour pouvoir l'alimenter. D'accord, donc tu vas agrandir ta capacité d'accueil, de réception, d'exposition. Donc il te faut forcément l'aspect BFR qui va de pair avec l'aspect CAPEX. Donc on s'est dit, le fonds en DAT sera comme cash collatéral pour les futures demandes d'accroissement et de croissance des diverses lignes d'exploitation, que ce soit sous forme de lettres de crédit, sous forme de caution douane, des LC reliés par des spots, des avances sur facture, de telle sorte que la société vraiment croît dans une mesure proportionnée entre le CAPEX et les opérations courantes. Je ne sais pas si est-ce que ça répond à votre question. Fatimatou, je te cède la parole. Merci beaucoup, M. Feki, pour la réponse apportée. Nous avons une autre question de M. Alpha Khan, qui demande les risques qui sont associés à cette opération pour les investisseurs. Je pense que nous laisserons M. Ahmed Fall répondre à cette question. D'accord. Merci beaucoup, Mme Ndiaye. Je pense que pour revenir à la question de M. Khan, comme je l'ai dit lors de ma présentation, dans le cadre de cette opération, les risques, il y a des risques qui sont associés. C'est quoi les risques en question? C'est le fait qu'il puisse y avoir, on va dire, un paiement qui ne soit pas fait dans les temps. Ce risque a été adressé parce que, comme je l'ai dit, on n'attend pas, on va dire, 3 jours ou une semaine avant la date de paiement pour demander à l'émetteur de payer. Il y a un compte de remboursement qui doit être alimenté tous les mois et suivi. Ça, c'est le premier risque qui a été neutralisé de par la mise en place de ce compte de remboursement. Le deuxième risque, c'est qu'il y a un des émetteurs ou co-émetteurs dans la conjointe solidaire qui n'est pas contribué à hauteur de sa quote-part. Ce deuxième risque, il a été adressé comment? Parce qu'il y a la convention de solidarité qui permet, si à la fin d'un des mois concernés, le montant n'est pas là, de faire appel à la solidarité tout de suite, de ne pas attendre la fin, on va dire l'échéance pour faire appel à la solidarité. Le troisième risque qu'on pourrait voir, c'est le fait que l'émetteur traverse des zones de turbulence et qu'elles ne soient pas en capacité de pouvoir payer. Le troisième risque a été adressé par les universités. Parce qu'il y a un compte séquestre qui est là pour venir en support au compte de remboursement si le besoin était nécessaire. Au-delà de ce compte séquestre, il y a aussi ce compte de cash collatéral dont a parlé M. Feki, où si on se rend compte que le séquestre n'est pas au de cash collatéral, on va venir alimenter ça. Et dernier élément, et pas des moindres, on a mis aussi une garantie du FSA. C'est une garantie après ça, qui est l'un des garants approuvés sur le marché financier, où si le besoin se faisait sentir, on va appeler cette garantie-là qui permettra de payer 85% du capital, qui viendrait en plus des 15% du séquestre pour, comme je l'ai dit dans cette présentation, avoir une couverture à 100% sur le capital. Donc voilà les différents mécanismes qui ont été mis en place comme des lignes de défense pour neutraliser les risques associés à cette opération. Et j'ajouterai aussi que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on est sur un groupe qui est très peu leveragé, qui pour le moment a surtout utilisé ses fonds propres pour son développement. Et pour pouvoir accélérer son développement, il va venir chercher de la dette, mais cette dette-là, comme je l'ai dit, il y a une mise en place, il y a des concepts qui ont été mis en place
pour la surveiller de telle sorte qu'elle ne va pas aller sur des niveaux d'endettement qui pourraient aussi remettre à risque le paiement qui est dû aux investisseurs. Je donne la parole à Mme Diaye. Je pense avoir répondu aux interrogations de M. Kane et qu'il n'hésite pas à rebondir s'il jugeait la réponse apportée pas assez satisfaisante. Merci pour votre réponse, Monsieur Fall. Je rappelle que vous avez dans le chat le lien qui vous mènera vers le site de l'opération, pouvant vous permettre d'avoir la documentation relative à l'opération, ainsi que les différents éléments. Nous avons une question de Monsieur Papa Alimbo qui demande est-ce que le refinancement de la dette est possible avec cette opération, avec ces titres? Je pense que toujours nous pouvons donner la parole à M. Fall pour qu'il réponde à cette question. Ok, merci beaucoup, Mme Diaye, et merci, M. Beau, pour la question. Je pense qu'il faut distinguer deux éléments dans la question. Quand on parle de refinancement de la dette, c'est est-ce que cette dette peut être refinancée par une autre dette sur le marché financier régional ou ailleurs? Si c'est l'objet de la question, non. Elle va aller à son terme. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un émetteur qui va se dire aujourd'hui j'ai émis à 7,25, je vois que les taux sont en train de baisser. Ça, c'était le premier aspect de la question. Le deuxième aspect de la question, c'est si on parle de l'éligibilité des titres au guichet de refinancement de la BCEAO. Ça, je pense qu'il était marqué dans la présentation qu'il y a une demande qui va être faite au niveau de la BCEAO au guichet de refinancement. Et cette demande doit être faite une fois que l'opération sera clôturée. On va envoyer la liasse à la BCEAO. Et je pense qu'on a l'historique des opérations qui ont été faites et pour lesquelles la BCEAO, à la suite de la demande, a bien accordé l'accessibilité du titre au guichet de refinancement de la BCEAO, à ce guichet de refinancement. Merci pour votre réponse, M. Fall. N'hésitez pas à poser vos questions, vos différentes questions, interrogations dans le chat. Parfait. Madame la modératrice, moi, je propose, ainsi qu'à toute l'équipe, étant donné que nous avons en face de nous un public avisé, peut-être, et puis que l'information est quand même release depuis pas mal, maintenant quelques jours, pour ne pas dire semaines. Peut-être que les éléments sont assez clairs, d'autant plus que c'est une opération, peut-être qu'il y a une particularité, mais dans sa structure globale et proche de ce que l'on connaît bien sur le marché. S'il n'y a pas d'autres questions pour rester dans le timing qui avait été annoncé,